A Photographia était si usé que les doigts d'Étienne avaient à jamais marqué ses bords jaunis. 12 années passées à tenir cette image, 12 années à traquer ce visage. Le petit garçon de 5 ans souriait sur le cliché, des yeux verts vifs, scintillant sous le soleil d'une journée qui n'était jamais revenue. Il se trouvait seul dans son bureau lorsqu'il perçut des voix dans le salon. Isabelle, son aide ménagère, s'entretenait avec quelqu'un, une voix jeune, féminine. Ce devait être sa fille, cette adolescente qui venait rarement lui rendre visite. Étienne glissa la photo dans la poche intérieure de sa veste, comme à son habitude, près du cœur, au plus proche de sa peine. Il descendit les marches doucement. Isabelle était visiblement agitée. Il le constatait à la manière dont elle tripotait ses mains. La jeune fille à ses côtés devait avoir autour de 14 ans. Mince, les cheveux retenus en arrière, son regard curieux passait en revue chaque recoin de cette demeure qui devait lui évoquer un château. « Monsieur Étienne, voici ma fille, Amélie », annonça Isabelle avec un sourire timide. Il se contenta d'un hochement de tête. Il n'avait plus d'énergie pour les convenances. C'est alors qu'Amélie observa le mur du salon. Ses yeux s'arrêtèrent. Ils restèrent figés. Le sourire s'éteignit sur son visage comme si l'on avait coupé la lumière. « Maman !» La voix de la jeune fille se fit tremblante. Isabelle suivit le regard de sa fille. Sur le mur, encadré parmi d'autres souvenirs de famille, se trouvait un agrandissement. Le petit Thomas, 3 ans, serrant contre lui un ours en peluche. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Amélie fit 2 pas en direction de la photographie. Ses mains devinrent moites. Étienne sentit une drôle de sensation dans sa poitrine. Une compression, une intuition. « Maman, je le connais, ce garçon. » Le temps s'immobilisa. Isabelle laissa échapper un rire nerveux. « Voyons, Amélie, tu dois le confondre avec quelqu'un de... »« Non, maman. » La voix de l'adolescente était plus assurée maintenant. Elle se tourna vers Étienne. Des larmes commençaient à perler au coin de ses yeux. « Monsieur, ce garçon vivait avec moi à l'orphelinat. » Le verre de whisky qu'Étienne tenait lui échappa des mains. Le bruit du verre qui se brisait sur le marbre résonna dans toute la pièce. Mais il n'entendit rien. Il n'entendit rien, à part le sang qui cognait dans ses oreilles. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne put s'échapper. Isabelle prit le bras de sa fille, à la fois troublée et effrayée. Et Étienne Lambert, le milliardaire qui avait bâti un empire de ses propres mains, l'homme qui ne laissait jamais paraître la moindre faiblesse, était figé, complètement figé. Parce que cette phrase, ces quelques mots, venaient de tout bouleverser. 12 ans plus tôt, Étienne Lambert était un homme différent. À 28 ans, il était déjà à la tête d'une entreprise de technologie en pleine expansion. Il n'était pas encore milliardaire, mais il en prenait le chemin. Il travaillait sans relâche, voyait les choses en grand et rentrait chez lui chaque soir le sourire aux lèvres. Car c'était là que se trouvait ce qui comptait vraiment. Héloïse, sa femme, était professeure de piano. Elle possédait un don pour jouer avec une délicatesse qui apaisait n'importe quelle tempête. Et Thomas, leur fils, était la lumière qui éclairait tous les coins de cette maison. 5 ans d'énergie pure, de rires incessants, de questions sur tout. « Papa, pourquoi le ciel est bleu? Papa, les dinosaures vont revenir? Papa, tu vas m'apprendre à faire du vélo sans les petites roues ?» Étienne se souvenait de chaque question, de chaque étreinte chaleureuse, de l'odeur des cheveux de Thomas après son bain, de la façon dont le petit serrait sa main lorsqu'ils avaient peur de l'orage. Les week-ends, ils allaient au jardin public. Thomas adorait le toboggan, mais craignait la grande balançoire. Héloïse préparait toujours des sandwichs maison et du jus d'orange. Étienne faisait semblant d'être un monstre poursuivant son fils sur la pelouse, et les éclats de rire de Thomas résonnaient comme une mélodie. C'était une existence simple, pleine de défauts, authentique, et c'était tout. Jusqu'à ce fameux samedi d'octobre, l'entreprise d'Étienne organisait un événement pour ses employés au parc des Acacias. Un lieu immense avec des loisirs, un plan d'eau et des centaines de visiteurs. Héloïse avait suggéré d'emmener Thomas. Ce serait une distraction. Il y aurait d'autres enfants.
Étienne était ailleurs ce jour-là. Il avait une présentation cruciale pour des investisseurs le lundi. Il passait en revue des chiffres mentalement, tandis que Thomas courait entre les arbres avec d'autres enfants. « Mon amour, tu le surveilles ?» demanda Héloïse. « Oui, oui », répondit Étienne, mentant. 5 minutes plus tard, Héloïse se rendit aux toilettes. Étienne prit le relais. Il regarda son téléphone une seule seconde, juste un instant. Un message de son associé, urgent. Lorsqu'il releva la tête, Thomas n'était plus là. « Thomas ?» Pas de réponse. « Thomas !» Il commença à accélérer sa marche entre les arbres. D'autres enfants jouaient, mais aucun n'était son fils. « Thomas !» La panique monta dans sa gorge comme de l'acide. 10 minutes passèrent. Héloïse revint en courant en entendant ses appels. D'autres personnes commencèrent à apporter leur aide. Quelqu'un contacta la sécurité du parc. Quelqu'un alerta la police. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Thomas s'était évanoui dans la nature, comme si le sol l'avait aspiré. La police fouilla le parc de fond en comble. Des chiens pisteurs furent amenés. Les caméras de surveillance montraient Thomas courir vers les toilettes publiques, mais après cela, le vide. Absolument rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Étienne et Héloïse dormaient à peine. Des affiches avec le visage de Thomas furent placardées dans toute la ville. Des interviews télévisées, des appels à l'aide désespérés sur les réseaux sociaux. « S'il vous plaît, si quelqu'un a vu mon fils ?» Héloïse pleurait jusqu'à ne plus avoir de larmes. Étienne se condamnait en silence, rongé par la culpabilité. S'il avait fait attention, s'il n'avait pas regardé son téléphone, s'il avait tenu la main du garçon, si. Les recherches n'aboutirent à rien, aucune information utile, aucune piste concrète. La police commença à évoquer ce qu'Étienne et Héloïse refusaient d'envisager, que Thomas ait pu être enlevé par un réseau de trafic d'enfants sévissant dans la région. Des enfants disparaissaient, on les emmenait au loin, on les vendait, on les cachait dans des foyers clandestins, on les adoptait illégalement, ou pire. Étienne engagea des détectives privés. Il dépensa toutes les réserves financières de son entreprise. Il proposa des récompenses faramineuses. Il suivit chaque information, même la plus improbable. Il voyagea dans d'autres départements. Il s'introduisit dans des lieux dangereux. Rien. Héloïse ne tint pas le coup. La culpabilité, le chagrin, le vide d'une chambre d'enfant qui ne serait jamais plus utilisée. Elle tenta de continuer à donner des cours, mais s'effondrait au milieu des leçons. Elle arrêtait de jouer du piano en pleine mélodie, le regard perdu dans le vide. 3 ans après la disparition, Étienne se réveilla et découvrit Héloïse dans la baignoire, les flacons de médicaments vides à côté d'elle. Elle n'avait pas laissé de mots. Ce n'était pas nécessaire. Il savait. Elle était allée rejoindre son fils. Étienne enterra sa femme à côté de la tombe symbolique qu'ils avaient érigée pour Thomas. 2 cercueils, l'un vide, l'autre pas, et quelque chose en lui s'éteignit aussi. Il mit en vente la maison où ils avaient vécu. Il ne parvenait plus à entrer dans cette chambre. Il ne supportait plus d'entendre le silence, là où il y avait eu des rires. Il s'immergea dans son travail tel un homme possédé. Il travailla 20 heures par jour, conclut des affaires colossales, bâtit un empire. En 5 ans, il devint milliardaire. Il acheta une propriété isolée. Il embaucha des employés qui ne posaient pas de questions. Il aménagea une pièce secrète où il conservait tout ce qui concernait Thomas. Photos, petits vêtements, jouets. Rapport d'enquête qui n'était jamais terminé, car Étienne n'avait jamais cessé de chercher, même lorsque tout le monde lui disait d'abandonner, même quand la police classa le dossier, même lorsque le monde entier continua sa route. Il ne le pouvait pas. Chaque nuit, avant de s'endormir, il tenait cette photographie usée, et il murmurait la même promesse. « Je te trouverai, Thomas. Quel que soit le temps qu'il faudra, je te trouverai. » 9 ans s'étaient écoulés depuis le décès d'Héloïse, 12 depuis la disparition. Et ce jour-là, en engageant Isabelle comme aide ménagère, Étienne ignorait que le destin était sur le point d'exaucer ses vœux, d'une façon qu'il n'aurait jamais pu concevoir. Isabelle Leroy arriva à la demeure d'Étienne Lambert par un matin froid de juin. Elle avait 45 ans,
des mains abîmées par une vie entière de labeur et des yeux qui avaient déjà vu trop de souffrance. Elle avait besoin de ce travail, désespérément. Depuis la mort de son époux dans un accident de chantier 3 ans auparavant, Isabelle élevait seule son adolescente. Elle faisait le ménage, lavait le linge, acceptait toute tâche qui se présentait. Mais rien n'offrait un salaire équivalent à ce poste d'aide ménagère à plein temps dans la propriété d'un homme fortuné. Étienne l'avait à peine regardé durant l'entretien. Il avait simplement énuméré les directives d'une voix neutre. Ne pas poser de questions, ne pas pénétrer dans certaines pièces, ne rien toucher sans permission explicite. Isabelle accepta tout. Elle n'était pas en position de refuser. Les premiers mois furent empreints de silence. Étienne était un patron peu présent. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, parlant au téléphone d'un ton grave, recevant des hommes en costume qui entraient et sortaient rapidement. Isabelle nettoyait, cuisinait et tentait de rester la plus discrète possible. Mais elle remarquait certaines choses. Les nuits où elle entendait des pas dans le couloir à 3 heures du matin. La façon dont Étienne fixait les murs vides de la villa comme s'il cherchait des esprits. Les verres de whisky à moitié vides qu'il oubliait dans chaque pièce. Et puis, il y avait cette porte, la deuxième à gauche à l'étage, toujours fermée à clé. Étienne portait la clé autour du cou, sur une chaînette, avec ce qui ressemblait à une médaille ou une photo pliée. Isabelle n'avait jamais osé demander. Elle n'était pas payée pour ça, jusqu'à ce jeudi de septembre. Elle était en train de faire le ménage dans le couloir du premier étage lorsqu'elle entendit le téléphone d'Étienne sonner dans le bureau en bas. Il s'était précipité dehors, laissant la porte de sa chambre entr'ouverte. Isabelle aperçut les clés posées sur la commode. Ce n'était pas de la curiosité, du moins c'est ce qu'elle se disait. C'était de l'inquiétude. Son employeur devenait de plus en plus mince, plus taciturne, plus éteint. S'il y avait quelque chose dans cette pièce qui pouvait expliquer sa peine, peut-être qu'elle pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre. Isabelle attrapa les clés de ses mains tremblantes. Elle ouvrit la porte, et l'air lui manqua. La pièce était couverte de clichés, des centaines. Un petit garçon, des yeux verts brillants, un sourire qui illuminait chaque image. Sur certains, il était avec une femme ravissante aux cheveux châtains. Sur d'autres, avec Étienne, un Étienne différent, plus jeune, souriant, plein de vie. Les murs étaient recouverts de cartes, des cercles rouges sur des dizaines de villes, des lignes reliant des points, des dates, des noms, des adresses. Une table était encombrée de dossiers. Isabelle en ouvrit un, rapport de détective, photo d'orphelinat, liste d'enfants disparus. Son cœur se serra. Cet homme froid, distant, avait perdu son enfant. « Que faites-vous ici ?» La voix d'Étienne déchira le silence comme une lame. Isabelle se retourna, livide. Il était debout, les yeux injectés d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue. « Monsieur, je ne voulais pas... Sortiez d'ici !» Le cri résonna dans toute la demeure. Isabelle laissa tomber le dossier, les papiers s'éparpillèrent sur le parquet. Elle courut vers la sortie, mais Étienne lui barra le chemin. « Qui vous a permis d'entrer ici ? Qui ? Personne, monsieur. Je vous le jure, j'ai juste... Vous n'avez aucun droit. Personne n'a le droit de toucher à ces affaires. Personne. » Des larmes coulaient sur le visage d'Isabelle. Elle n'avait jamais été témoin d'un tel niveau de désespoir. Ce n'était pas de la colère, c'était une souffrance brute, à vif, qui saignait. « Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et quittez ma maison. » Ces mots tombèrent comme une condamnation. Isabelle avait un besoin vital de cet emploi. Sans lui, elle ne pourrait pas régler son loyer. Elle ne pourrait pas nourrir Amélie. « Je vous en prie, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je vous en prie, monsieur Étienne, je comprends votre douleur. Vous ne comprenez rien du tout. J'ai perdu mon mari, » cria Isabelle en retour, se surprenant elle-même. Je sais ce que c'est de se réveiller chaque jour avec le sentiment qu'une partie de soi est morte. Je sais ce que c'est de regarder une chaise vide et de souhaiter mourir aussi. » Étienne s'arrêta. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Isabelle reprit, plus doucement à présent. « J'ai dû placer ma fille à l'orphelinat pendant 2 ans quand je suis tombée malade.
2 ans sans pouvoir la serrer dans mes bras. 2 ans sachant qu'elle grandissait sans moi. Je n'ai pas la même épreuve que la vôtre, je le sais, mais je comprends le chagrin de perdre un être cher. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Étienne lui tourna le dos. Ses épaules tremblaient. « Partez », dit-il, mais sa voix était différente. « Cassez, s'il vous plaît, juste, partez ». Isabelle s'exécuta. Elle referma la porte derrière elle et descendit l'escalier, les jambes flageolantes. Elle s'attendait à être licenciée le lendemain matin. Mais Étienne n'évoqua pas l'incident. Il laissa seulement un mot dans la cuisine. « Cette pièce est interdite. N'y entrez plus. » Isabelle comprit. Elle se promit de respecter cette limite. Mais quelque chose avait évolué entre eux. Étienne commençait à laisser la porte de son bureau ouverte lorsqu'elle passait. Il acceptait désormais le café qu'elle lui proposait. Il lui disait « bonjour » au lieu de se contenter d'un hochement de tête. Et un mardi pluvieux, 3 semaines après l'incident, il s'assit dans la cuisine pendant qu'Isabelle préparait le dîner. « Mon fils s'appelait Thomas », dit-il soudain. Isabelle s'arrêta de couper les oignons. « Il a disparu il y a 12 ans. Il avait 5 ans. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ils n'ont rien retrouvé du tout. « Je suis désolé », murmura Isabelle. Étienne regarda ses propres mains. « Ma femme n'a pas tenu bon. Elle est partie 3 ans plus tard. Et moi, je suis resté à chercher, toujours à chercher. Vous cherchez encore ? Je n'ai jamais arrêté. » À cet instant, le téléphone d'Étienne sonna. Il décrocha d'une voix tendue. Isabelle vit son visage se transformer, pâlir, ses yeux s'écarquillaient. « Vous êtes certain ?» demanda-t-il au téléphone. « Absolument. Envoyez-moi tout, maintenant. » Lorsqu'il raccrocha, il regarda Isabelle comme s'il voyait un fantôme. « Ils ont mis la main sur des documents, » dit-il, la voix tremblante. Un foyer clandestin qui fonctionnait dans la zone où Thomas a disparu. Des enfants enlevés y étaient conduits, puis redistribués. Fausses identités, adoptions illégales. Isabelle sentit un frisson la parcourir. « Cela veut dire qu'il pourrait être en vie, » murmura Étienne. Et pour la première fois en 12 ans, il y avait de l'espoir dans ses yeux. Mais aucun des deux ne savait que la réponse qu'Étienne cherchait était plus proche qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Les mois suivants apportèrent un changement subtil, mais profond, dans le silence de cette grande maison. Étienne commença à sortir de son bureau. Pas souvent, mais assez pour accepter le café qu'Isabelle préparait chaque matin. Assez pour s'asseoir à table pendant le dîner au lieu de manger seul dans sa chambre. Isabelle constatait les petites victoires. La façon dont il la remerciait quand elle laissait des messages d'encouragement à côté de son assiette. La manière dont ses épaules se détendaient quand elle mettait une musique douce dans la pièce. La première fois qu'il sourit, un sourire discret, presque imperceptible. Quand elle raconta une anecdote amusante sur le marché, ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Et pour un homme qui avait passé 12 ans en enfer, quelque chose était tout. Un soir d'octobre, Étienne trouva Isabelle assise dans la cuisine, contemplant une vieille photo sur son téléphone. Elle ne réalisa pas qu'il était entré. « Votre fille ?» demanda-t-il. Isabelle leva les yeux, surprise. Elle hocha la tête. « Amélie. » Elle avait 6 ans sur ce cliché. Il a été pris le jour où j'ai réussi à la faire sortir du foyer. Étienne s'assit en face d'elle. Un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Vous avez dit qu'elle est restée là-bas pendant 2 ans. Oui. Quand mon mari est mort, je suis tombé malade. Une profonde dépression. Je n'arrivais pas à travailler, je n'arrivais même pas à quitter le lit. Ma sœur a essayé de m'aider, mais elle avait ses propres 5 enfants. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas d'alternative. La voix d'Isabelle trembla. Étienne vit les larmes monter. J'ai confié ma fille à l'État parce que je n'étais pas capable de m'occuper d'elle. Parce que j'étais trop faible pour... Vous n'étiez pas faible, l'interrompit Étienne avec conviction. Vous avez fait ce qu'il fallait pour survivre, pour qu'elle survive. Isabelle le regarda. Personne ne lui avait jamais dit cela. Lorsque j'ai été rétabli, j'ai cumulé 3 emplois. J'ai prouvé que j'étais apte, j'ai pu la récupérer, mais elle avait changé. Elle est devenue plus réservée, plus distante. Aujourd'hui encore,
Elle ne parle pas beaucoup de cette période. Un traumatisme, murmura Étienne. Elle était très jeune. Le foyer était public, ce n'était pas un endroit horrible, mais malgré tout, les enfants ne devraient pas grandir sans affection, sans un foyer. Silence. Étienne sortit la photo abîmée de sa poche, celle qu'il portait chaque jour. Thomas souriant. Parfois, je me demande s'il est seul, quelque part, dit-il doucement. S'il se souvient de moi, s'il sait que je n'ai jamais cessé de le chercher. Isabelle posa sa main sur celle d'Étienne. Un geste tendre, presque maternel. S'il est en vie, il le sait. Au fond d'eux, tous les enfants savent quand ils sont aimés. Étienne serra sa main. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas complètement seul. Dans les semaines qui suivirent, Isabelle commença à faire venir Amélie plus souvent. La jeune fille était toujours timide, mais il y avait quelque chose en elle qu'Étienne trouvait familier. Une manière d'observer le monde avec prudence. Comme quelqu'un qui avait connu la peine trop tôt. Un samedi pluvieux, Amélie était assise dans le salon pendant qu'Isabelle nettoyait l'étage. Étienne passa et la vit feuilleter un album de photographies anciennes qu'il avait laissé sur la table. « Pardon, » dit-elle vivement, refermant le livre. « Je n'aurais pas dû le toucher. »« Ce n'est rien, » répondit Étienne, s'asseyant à côté d'elle. « Tu aimes la photographie ?» Amélie acquiesça. « Je prends des photos avec mon téléphone. Rien de professionnel, juste des choses que je vois et que je trouve belles. Je peux regarder ?» Elle hésita, puis déverrouilla son téléphone. Étienne vit des dizaines de clichés. Coucher de soleil, fleurs poussant dans les fissures de l'asphalte, enfants jouant dans les parcs. « Tu as du talent, » dit-il sincèrement. Amélie rougit. « Merci. Ma mère dit que je perds mon temps avec ça. Ta mère se trompe. » La jeune fille sourit, un sourire timide, mais authentique. Étienne désigna une photo en particulier. Des enfants sur une aire de jeu. « Où as-tu pris ça ?»« Près de l'école. Je les regarde toujours jouer. Ça me rappelle... » Elle s'interrompit. « L'orphelinat ?» Amélie le regarda, surprise. « Ma mère vous l'a dit ?»« Un peu. Si tu as envie d'en parler, je t'écoute. » La jeune fille resta silencieuse pendant un long moment. Puis, doucement, « Je ne me souviens pas de grand-chose. Mais je me rappelle d'un garçon. On était très proches. Il était plus jeune que moi. Il avait peur de tout. Je m'occupais de lui. » Étienne sentit sa poitrine se contracter. Que lui est-il arrivé? Une famille l'a adopté. J'étais contente, mais triste aussi. Il était mon seul véritable ami là-bas. Tu te souviens de son nom? Amélie ferma les yeux, s'efforçant de se rappeler. Les religieuses l'appelaient Mathieu, ou peut-être que ce n'était pas son vrai nom. Je ne sais pas. Tout est très confus dans ma tête. Étienne ressentit une étrange sensation, un picotement dans sa nuque, mais il ne dit rien. Amélie continua. Il avait les yeux verts, très verts, et il dessinait toujours la même chose. Une maison avec un grand arbre devant et 3 personnes. Il disait que c'était sa famille. L'air quitta les poumons d'Étienne. Thomas dessinait cela, toujours. La maison où il vivait avait un immense arbre devant. 3 personnes. Papa, maman, Thomas. Tu te rappelles d'autre chose à son sujet? Amélie perçut l'urgence dans la voix d'Étienne. Elle fronça les sourcils. Il chantait une chanson, toujours avant de dormir. Je crois que quelqu'un la lui avait apprise. C'était à propos d'étoiles et de la lune. Étienne pâlit. La chanson qu'il chantait à Thomas toutes les nuits. Brille, brille, petite étoile, murmura-t-il. Amélie écarquilla les yeux. Oui, celle-là, comment saviez-vous? Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Isabelle descendit les marches. Amélie, il est l'heure de partir. Il se fait tard. La jeune fille se leva, regardant toujours Étienne avec curiosité. C'était agréable de discuter avec vous. Réciproquement, parvint-il à articuler. Lorsqu'elle fut repartie, Étienne resta assis dans le salon pendant des heures, immobile, analysant. Cette jeune fille avait connu quelqu'un au foyer. Un petit garçon aux yeux verts qui dessinait sa famille, qui chantait la chanson qu'il avait enseignée à son fils. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas possible. Mais le détective avait mentionné que le foyer redistribuait les enfants, changeait les noms, effaçait les traces. Amélie avait séjourné au foyer Saint-Pierre.
le même orphelinat figurant sur la liste des lieux liés au trafic. Étienne saisit son téléphone, les mains tremblantes. Il devait en savoir plus. Il devait déterminer de quel foyer il s'agissait exactement, quand Amélie y avait été, quels autres enfants s'y trouvaient. Mais pendant qu'il composait le numéro de son détective, une sensation froide lui parcourut l'échine. Et si la réponse qu'il cherchait était si proche qu'il ne l'avait pas vue? Et si Thomas avait été là depuis le début, à quelques mètres, et qu'il était passé à côté? Mais avant qu'il ne puisse finir sa réflexion, le téléphone sonna. Le détective. « Monsieur Lambert, j'ai trouvé quelque chose. Il faut que vous soyez assis avant que je ne vous le dise. » Étienne serra la coudoir du fauteuil. « Parlez. » Le foyer Saint-Pierre tenait de faux registres. Les enfants y entraient sous un nom et en sortaient avec un autre. Mais j'ai mis la main sur des documents cachés. Monsieur, il y avait un garçon enregistré sous le nom de Mathieu Dubois, qui est entré au foyer en 2013. 5 ans, yeux verts. Marquesse de naissance concordante avec celle de Thomas. Le monde cessa de tourner. Il a été adopté en 2015 par une famille nommée Caron. J'ai l'adresse. Étienne respirait à peine. Où? Et tandis que le détective lui donnait l'adresse, Étienne regarda la porte par laquelle Amélie et Isabelle venaient de sortir. Et une seule question lui martelait l'esprit. Amélie s'était-elle occupée de son fils pendant 2 ans sans qu'aucun des deux ne le sache? L'appel du détective arriva 3 jours après cette conversation avec Amélie. Étienne était dans son bureau lorsque le téléphone sonna. Il était 2 heures du matin. Il n'avait pas dormi depuis qu'il avait découvert Mathieu Dubois. À propos du garçon aux yeux verts qui chantait la même chanson. À propos de la possibilité que Thomas soit vivant sous un autre nom, ailleurs. J'ai obtenu des informations supplémentaires. La voix du détective était tendue. « Monsieur Lambert, vous devez vous préparer. Ce ne sera pas facile à entendre. Dites-moi. » Le foyer Saint-Pierre n'était qu'un point de redistribution. Les enfants enlevés étaient d'abord emmenés dans un entrepôt clandestin. Là, ils effaçaient toute identification. Changer les noms, créer de faux papiers, attendaient que la mémoire des plus jeunes s'estompe. Puis, ils les répartissaient dans des foyers publics ou les vendaient pour des adoptions illégales. Étienne sentit son estomac se nouer. Combien d'enfants? Des dizaines. Peut-être des centaines sur 10 ans. Le réseau opérait sur 5 régions. Lorsque la police a fermé l'entrepôt en 2014, les responsables ont détruit les registres originaux. Les enfants qui avaient déjà été redistribués sont restés introuvables, avec de fausses identités, impossible de les rattacher à leur vraie famille. Les mots tombaient comme des pierres. Thomas est peut-être vivant, mais rien ne garantit que nous le retrouverons, monsieur. Certains enfants ont été adoptés légalement après la redistribution. D'autres ont grandi dans les foyers et ont été placés en famille d'accueil. Beaucoup ont été envoyés à l'étranger avant le démantèlement du réseau. Vous avez dit avoir trouvé Mathieu Dubois, le garçon qui correspond à la description de Thomas. Oui, mais il y a un hic. Étienne ferma les yeux. La famille Caron qu'il a adoptée en 2015 a déménagé 3 fois ces dernières années. La dernière adresse que nous ayons date de 2022. Après cela, le vide. Ils ont disparu des registres. Comment ça, disparu? Ils ont cessé de payer les impôts. Annulé leur compte bancaire. Il n'y a aucune trace. C'est comme s'ils s'étaient éclipsés volontairement. La pièce se mit à tourner autour d'Étienne. Ils étaient au courant, murmura-t-il. Ils savaient que l'adoption faisait partie d'une affaire illégale. Et ils ont fui. C'est une possibilité ou... Monsieur, il y a une autre hypothèse. Laquelle? Le détective hésita. Qu'il soit arrivé quelque chose à cette famille. Un accident. Une tragédie. Et que le garçon ait été réintégré dans le système. Étienne sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. 12 ans de recherche. 12 ans à suivre la moindre piste. Et maintenant qu'il était si près, Thomas aurait pu disparaître à nouveau. Ou être mort. Non. Il ne pouvait pas se résigner à cette idée. « Continuez de chercher, dit Étienne, la voix tremblante. Le coup m'importe peu. Trouvez cette famille, trouvez Mathieu, trouvez la moindre piste. Monsieur, cela peut prendre des mois, des années, ou ne jamais. Trouvez!
Le hurlement résonna dans le bureau vide. Silence de l'autre côté de la ligne. « Oui, monsieur !» Étienne raccrocha et jeta le téléphone contre le mur. L'appareil se brisa en morceaux. Il cria. Un cri primal, arraché des profondeurs d'une âme déchirée. Il renversa la table. Les papiers volèrent. La bouteille de whisky se fracassa sur le sol. 12 ans, 12 années maudites. Et il n'avait toujours pas de réponse. Thomas pouvait être vivant, ou mort, ou perdu à jamais quelque part dans le pays sous un nom qui n'était pas le sien, sans aucun souvenir de qui il était vraiment. Et Étienne ne pouvait rien faire, absolument rien, à part attendre. Il s'écroula par terre, au milieu des éclats de verre, et pleura comme il ne l'avait plus fait depuis les obsèques d'Héloïse. C'est ainsi qu'Isabelle le découvrit le lendemain matin. Elle entra dans le bureau avec le petit déjeuner et s'arrêta, tétanisée. Étienne était assis à même le sol, entouré de débris, les yeux rouges et éteints. « Monsieur Étienne, sortez d'ici, » dit-il sans la regarder. « Vous êtes blessé. Il y a du sang sur votre main. »« J'ai dit partez !» Isabelle ne bougea pas. Au lieu de cela, elle posa le plateau sur une chaise et s'agenouilla à ses côtés. « Laissez-moi vous aider. »« Vous ne pouvez pas aider !» cria Étienne, la regardant enfin. « Personne ne peut. Il était si près, Isabelle, si près. Et maintenant, je ne sais plus où il est. Je ne sais pas s'il est vivant. Je ne sais rien. Mais vous savez qu'il a existé, qu'il est passé par le foyer. C'est plus que ce que vous saviez hier. Ce n'est pas suffisant. » Étienne la repoussa, non pas physiquement, mais avec des mots aussi tranchants que des lames. « Vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez jamais. Vous avez perdu votre mari, mais vous avez votre fille. Elle est en vie. Elle est là. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Je n'ai rien. 12 ans de néant. » Isabelle se releva lentement, les larmes aux yeux. « Je voulais juste vous aider. Alors laissez-moi tranquille. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour moi. » Isabelle acquiesça, prit le plateau de ses mains tremblantes et quitta le bureau. Étienne l'entendit monter les escaliers. Il entendit la porte de sa chambre se refermer. Il entendit le son étouffé de ses sanglots, et il ne ressentit rien. Il était trop vide pour ressentir du remords, trop vide pour ressentir quoi que ce soit d'autre que la douleur qui le dévorait depuis plus d'une décennie. Les jours suivants, Étienne sombra. Il arrêta de s'alimenter, il ne dormait plus correctement, il buvait jusqu'à l'évanouissement. Isabelle laissait de la nourriture devant la porte du bureau, mais il n'y touchait pas. Elle tenta de lui parler une fois. Il la renvoya de nouveau. Le jeudi, Isabelle ne se présenta pas au travail. Étienne ne le remarqua même pas. Le vendredi, elle revint. Mais elle était différente, silencieuse, distante. Elle faisait son travail sans un mot et repartait sans rien dire. Étienne s'en moquait. Il était trop occupé à noyer son chagrin dans l'alcool. Ce fut le samedi que tout bascula. Étienne était dans son bureau, fixant cette photo usée de Thomas, lorsqu'il entendit la sonnette. Isabelle alla ouvrir. Il entendit des voix. Une voix jeune, féminine. Amélie. Il aurait dû se lever. Il aurait dû aller parler à la jeune fille. Mais il était incapable de bouger. Et puis il entendit Isabelle dire « Attends ici, ma chérie. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose. » Des pas dans le couloir. Isabelle passa devant la porte du bureau, mais ne regarda pas à l'intérieur. Elle monta les escaliers. Étienne resta assis, figé, et de l'autre côté du mur, il entendit Amélie manipuler quelque chose, tourner des pages. Elle était en train de regarder les photos dans le salon. Il devrait y aller. Il devrait lui parler. Lui demander plus de détails sur le garçon du foyer. Mais il était trop épuisé, trop vaincu, jusqu'à ce qu'il entende « Maman, je me souviens de lui ». Étienne se leva si brusquement que sa chaise tomba à la renverse. « De qui te souviens-tu, ma chérie ?» La voix d'Isabelle venait du salon, de ce garçon sur la photo. Je l'avais déjà vu, mais je n'étais pas sûr. Maintenant, je le suis. Le cœur d'Étienne s'arrêta. « Amélie, tu l'as déjà dit. Tu as connu un garçon à l'orphelinat qui ressemblait à... » « Non, maman, pas ressemblait, c'était lui. J'en suis certaine maintenant. C'était Thomas. » Étienne sortit du bureau en titubant.
Isabelle et Amélie se trouvaient dans le salon. La jeune fille tenait la photo encadrée de Thomas. « Comment peux-tu être sûr ?» parvint à dire Étienne, la voix rauque. Amélie se tourna vers lui. Des larmes brillaient dans ses yeux, parce que je m'en souviens maintenant. Il avait une marque de naissance. Là, elle désigna son propre cou, juste en dessous de l'oreille gauche, en forme de croissant de lune. Les autres enfants l'appelaient la lune de Titi. Étienne sentit ses jambes le lâcher. Thomas avait cette marque, exactement à cet endroit. Et il, continua Amélie, la voix tremblante, il m'a donné un dessin, le jour où il a été adopté. C'était une maison avec un arbre, et 3 personnes. Il disait qu'un jour il reviendrait dans cette maison. Étienne s'effondra à genoux. C'était Thomas, c'était bien Thomas. Amélie avait connu son fils, elle s'était occupée de lui. Elle avait été son unique amie dans cet endroit affreux. « Où est-il » implora Étienne. « Sais-tu où il est allé? Qui l'a adopté ?»« J'étais une enfant, monsieur. Je ne savais pas. Je me souviens juste qu'il était heureux. Il a dit que sa nouvelle famille avait un joli nom de famille. Quelque chose avec des oiseaux. » Étienne regarda Isabelle, désespérée. « Caron, murmura Isabelle. Caron vient de Chardonneret, mais certaines personnes le lient aux oiseaux parce que... C'est ce nom, s'écria Amélie. Caron, je me souviens maintenant. Les sœurs disaient, la famille Caron va te donner un bon foyer, Mathieu. Étienne ne parvenait plus à respirer. C'était Thomas. C'était vraiment lui. Il n'y avait plus de doute. Son fils avait été en vie. Il avait été adopté. Il avait eu de l'espoir. Et puis, il avait disparu à nouveau. Nous devons le retrouver. Étienne se releva, une nouvelle énergie parcourant son corps. Nous devons... Son téléphone sonna. Le détective. Il décrocha, les mains tremblantes. Monsieur Lambert, j'ai trouvé autre chose. La famille Caron. Ils n'ont pas disparu. Ils ont changé de nom de famille. Légalement, en 2022. Motif déclaré, protection familiale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert que l'adoption de leur fils faisait partie d'un réseau illégal. Ils craignaient que quelqu'un ne vienne reprendre le garçon. Alors, ils ont changé de nom, de ville, de tout, pour le protéger. Étienne sentit de chaudes larmes couler. « Savez-vous où ils sont maintenant ?»« Oui, j'ai l'adresse. Envoyez-la-moi. Maintenant. » Lorsqu'il raccrocha, Étienne regarda Isabelle et Amélie. « Je sais où il est. » Mais la réalité le frappa comme une avalanche de glace. Et si Thomas ne se souvenait pas de lui? Et si la famille Caron refusait de le laisser voir le garçon? Et si, après 12 ans, son fils le regardait et ne voyait rien d'autre qu'un inconnu? Le trajet jusqu'à la ville où résidait la famille Caron fut le plus long de la vie d'Étienne. 3 heures de route, 3 heures à regarder par la fenêtre de la voiture, imaginant ce que ce serait. Si Thomas se souviendrait de lui, s'il lui sourirait, s'il l'embrasserait, ou s'il le regarderait comme un étranger. Isabelle insista pour l'accompagner, Amélie aussi. Étienne n'eut pas la force de refuser. Peut-être qu'il aurait besoin d'elle sur place, peut-être qu'il ne parviendrait pas à le faire seul. L'adresse les mena à un quartier résidentiel paisible, des maisons modestes, des rues bordées d'arbres, des enfants jouant dans les jardins. La famille Caron habitait une maison de plein pied aux murs blancs avec une petite clôture. Étienne arrêta la voiture juste en face et fut incapable de bouger. « Il est là-dedans », murmura-t-il. « Mon fils est là-dedans. » Isabelle posa une main sur son épaule. « Allez-y. Amélie et moi, nous attendons ici. » Étienne sortit de la voiture, les jambes tremblantes. Il marcha jusqu'au portail. Il sonna. Personne ne répondit. Il sonna à nouveau. Silence. Il frappa à la porte. Rien. « Bonjour » cria-t-il. « Y a quelqu'un » Une voisine apparut à la fenêtre de la maison d'à côté. Une dame aux cheveux grisonnants. « Ils ne sont pas là » dit-elle. Étienne sentit son estomac se vider. « Savez-vous où ils sont allés ?»« En voyage. Ils sont partis hier matin. Le garçon avait une compétition de natation dans une autre région. Ils seront absents toute la semaine. » Le monde s'écroula. Une semaine entière. Étienne avait attendu 12 ans, mais l'idée d'attendre 7 jours de plus semblait insupportable. « Quand reviennent-ils » parvint-il à demander. « Dimanche prochain, je crois. »« Pourquoi »
Vous êtes un membre de la famille ?» Étienne ne répondit pas. Il fit demi-tour et retourna à la voiture comme un automate. Isabelle vit l'expression sur son visage. « Ils ne sont pas là ? En voyage. 1 semaine. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd comme du plomb. Étienne démarra la voiture et reprit la route. Il ne dit pas un mot pendant les 3 heures du retour. Isabelle tenta d'engager la conversation, mais il ne répondit pas. Amélie resta silencieuse sur la banquette arrière. Lorsqu'ils arrivèrent à la villa, Étienne se dirigea directement vers son bureau et en verrouilla la porte. Il attrapa la bouteille de whisky et il but. Il but jusqu'à ce que le monde devienne flou, jusqu'à ce que les voix dans sa tête se taisent, jusqu'à ce que la douleur ne soit plus qu'une sourde pulsation. Le lendemain matin, il se réveilla sur le sol du bureau, le corps endolori, la tête près d'exploser. Isabelle frappa à la porte. « Monsieur Étienne, vous devez manger quelque chose. Allez-vous-en, s'il vous plaît. » « J'ai dit, allez-vous-en. » Elle partit. Les jours suivants furent une spirale infernale. Étienne ne quittait plus son bureau. Il ne mangeait plus. Il ne dormait plus correctement. Il se contentait de boire et de fixer cette photo de Thomas jusqu'à ce que ses yeux brûlent. 7 jours, juste 7 jours, et il verrait son fils. Mais chaque jour lui semblait une éternité. Et plus il y pensait, plus la peur grandissait. Et si Thomas ne se souvenait pas? Et si la famille Caron refusait de le laisser voir le garçon? Et si Thomas était heureux avec la vie qu'il menait et ne voulait pas entendre parler d'un père qui l'avait abandonné? Car c'était bien l'impression que cela donnait, n'est-ce pas? Même si ce n'était pas la faute d'Étienne, même s'il avait cherché sans relâche du point de vue de Thomas, il avait été laissé pour compte. Et maintenant, Étienne allait surgir et briser la vie du garçon, l'arracher à la seule famille qu'il connaissait. Quel droit avait-il de faire ça? Le jeudi, Étienne appela le détective. « Annulez tout. Monsieur, j'ai dit d'annuler. Arrêtez de chercher, arrêtez d'enquêter, c'est terminé. Mais monsieur Lambert, le garçon, il a une famille, une vie. Je n'ai pas le droit de détruire ça. C'est votre fils. Il ne me connaît pas, » hurla Étienne. Pour lui, je ne suis qu'un étranger, un fantôme d'un passé dont il ne se souvient même pas. Laissez-le tranquille. Il raccrocha avant que le détective n'ait pu répliquer. Il jeta à nouveau le téléphone contre le mur, et il s'effondra à genoux au milieu du bureau, sanglotant. 12 ans de quête, d'espoir, de douleur. Et maintenant qu'il avait trouvé, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout, parce qu'il comprenait enfin, retrouver Thomas ne signifiait pas le récupérer. Cela signifiait affronter la vérité qu'il avait perdu 12 années de la vie de son fils, 12 ans d'anniversaire, de rentrée scolaire, de premiers mots, de premiers rires, de premiers jours d'école. Tout était perdu, à jamais, et aucune retrouvaille ne changerait cela. Isabelle le trouva cette nuit-là, toujours par terre, entouré de bouteilles vides. Elle ne dit rien. Elle s'assit simplement à côté de lui. « Je n'y arrive pas », murmura Étienne. « Je suis si près. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que s'il me déteste, s'il me regarde et voit l'homme qui a permis qu'on l'enlève. Vous ne l'avez pas permis. On vous l'a volé. Ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Il a grandi sans moi. » Isabelle resta silencieuse pendant un long moment. Puis, « Amélie m'a raconté quelque chose aujourd'hui, à propos du garçon du foyer, Thomas. » Étienne la regarda. Elle a dit qu'il dessinait tous les jours, toujours la même chose. Une maison avec un arbre, et 3 personnes, et vous savez quoi d'autre? Étienne attendit. Il dessinait toujours une 4e personne, petite, à l'extérieur de la maison, regardant à l'intérieur. Et quand Amélie lui demandait qui c'était, il répondait « C'est moi, en train d'attendre de rentrer chez moi. » Ces mots coupèrent Étienne en deux. « Il n'a jamais cessé de vous attendre. » murmura Isabelle, même sans se souvenir clairement, même sans connaître votre nom. Au fond de lui, il a toujours su qu'il avait une maison, une famille, un père. Étienne couvrit son visage de ses mains. Et s'il est trop tard, et si ce n'est pas le cas, silence. Il vous reste 3 jours avant leur retour, continua Isabelle. 3 jours pour prendre votre décision. Allez-vous abandonner maintenant, après 12 ans, ou allez-vous aller jusqu'au bout? Étienne ne répondit pas. Isabelle se leva et s'en alla,
le laissant seul avec ses démons. Il resta assis là pendant des heures, fixant la photo de Thomas, pensant à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il pouvait encore avoir. Finalement, lorsque le soleil commença à se lever, il prit le téléphone. Il appela le détective. « J'y vais, dit-il. Dimanche, quand ils reviendront, j'y vais. Êtes-vous certain, monsieur ?» Étienne regarda la photo une dernière fois. Le sourire du garçon, les yeux verts, pleins de vie. « J'ai promis que je le trouverai, » murmura-t-il. Et les promesses doivent être tenues. Lorsqu'il raccrocha, il se sentit différent, toujours effrayé, toujours terrifié. Mais pour la première fois depuis des jours, il y avait autre chose que la peur. Il y avait de la détermination. Il restait 3 jours, 72 heures avant le moment qui définirait le reste de sa vie. Et Étienne Lambert, le milliardaire qui avait bâti un empire mais perdu tout ce qui comptait, décida qu'il ne fuirait pas. Pas cette fois. Mais tandis qu'il se levait du sol, tandis qu'il essuyait ses larmes et tentait de se reprendre, une seule question lui martelait l'esprit. Et si, après tout, il regardait Thomas dans les yeux et ne voyait aucune reconnaissance? Et si la seule chose qu'il voyait était la peur? Le dimanche arriva comme un orage silencieux. Étienne se réveilla avant l'aube. Il n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Thomas, le garçon de 5 ans qu'il avait perdu et l'adolescent de 17 ans qu'il était sur le point de rencontrer. Isabelle prépara le petit déjeuner, mais il ne put rien avaler. Amélie était dans le salon, nerveuse elle aussi. Elle avait insisté pour venir. « Je l'ai connu en premier », avait-elle dit. « Peut-être que ma présence aidera. » À 9 heures du matin, ils partirent. Le trajet de 3 heures sembla durer une éternité et une seconde à la fois. Étienne conduisait dans un silence total, les mains serrées sur le volant, la mâchoire contractée. Lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier, le soleil était déjà haut. La rue était calme, des enfants jouaient dans les jardins, un chien aboyait au loin, et là se tenait la maison, mur blanc, petite clôture, une voiture dans l'allée qui n'était pas là la dernière fois. Ils étaient revenus. Étienne arrêta la voiture de l'autre côté de la rue. Il resta assis, immobile, fixant la maison. « Tout ira bien », dit Isabelle doucement. Mais Étienne n'en était pas certain. Rien n'avait été bien depuis 12 ans. Pourquoi cela changerait-il maintenant? Il sortit de la voiture. Isabelle et Amélie le suivirent. Il marcha jusqu'au portail, les jambes lourdes de plomb. Il sonna. Des pas se firent entendre de l'autre côté. La porte s'ouvrit. Une femme d'une 40aine d'années apparut. Cheveux bruns attachés en chignon, yeux doux, sourire poli. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Étienne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Isabelle fit un pas en avant. « Bonjour, madame. Je m'appelle Isabelle. Voici monsieur Étienne Lambert. Nous avons besoin de vous parler au sujet de votre fils. » Le sourire de la femme s'évanouit. Elle regarda Étienne attentivement, étudiant son visage. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Êtes-vous de la police à propos de l'adoption ?»« Non. » Étienne retrouva enfin sa voix. « Je crois que je suis son père biologique. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. La femme devint pâle. Sa main serra la poignée de porte. « Comment cela ? Mon fils a disparu il y a 12 ans. Thomas Lambert, 5 ans, yeux verts, marque de naissance en forme de croissant de lune sous l'oreille gauche. » Madame Caron porta sa main à sa bouche. « Oh mon Dieu ! Ah, nous avons toujours suspecté que quelque chose n'allait pas avec l'adoption, » murmura-t-elle. « Les papiers étaient bizarres, les histoires ne correspondaient pas, mais on nous a dit que c'était légal, que le garçon avait été abandonné. Il a été enlevé, dit Étienne, la voix brisée, d'un parc, pendant que je ne faisais pas attention. » Des larmes coulaient sur le visage de Madame Caron. « Nous l'aimons, » dit-elle désespérément. « Depuis le premier jour, nous nous sommes occupés de lui. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions. Quand nous avons découvert que l'adoption faisait partie d'un réseau illégal, nous avons changé de nom, de ville, pour le protéger, pour que personne ne vienne nous l'enlever. Je ne suis pas venu pour vous l'enlever, dit Étienne rapidement. J'ai juste besoin de le voir. J'ai besoin de savoir qu'il va bien, qu'il est en vie. » La femme le regarda longuement.
Puis lentement, elle ouvrit la porte. « Entrez !» Ils la suivirent à l'intérieur. Le salon était simple, accueillant. Des photos sur les murs, une famille heureuse, un garçon qui grandissait, du petit garçon effrayé de 5 ans à l'adolescent souriant de 17 ans. Étienne regarda chaque photo comme s'il les mémorisait. 12 ans résumés en images sur le mur. Tout ce qu'il avait manqué, là, accroché dans des cadres en bois. « Il est dans sa chambre », dit Madame Caron. « Nous sommes rentrés hier soir de la compétition. Il dort encore. Je vais l'appeler. Mais, s'il vous plaît, soyez patient. Il n'est au courant de rien. » Étienne acquiesça, incapable de parler. La femme monta les escaliers. Ils entendirent une porte s'ouvrir, des voix étouffées, puis des pas qui descendaient, et il était là. Thomas, 17 ans, grand, cheveux bruns ébouriffés de quelqu'un qui vient de se réveiller, yeux verts, exactement comme Étienne s'en souvenait, exactement comme les siens. Le garçon s'arrêta sur la dernière marche, confus, fixant les étrangers dans le salon. Étienne ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus respirer. C'était son fils, son bébé, presque un homme maintenant. « Mathieu, » dit doucement Madame Caron, « ces personnes ont besoin de te parler de quelque chose d'important. » Le garçon, Mathieu, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ?» Étienne fit un pas en avant. Ses jambes tremblaient. « Je m'appelle Étienne Lambert, » dit-il, la voix rauque, « et je crois que tu es mon fils. » Mathieu cligna des yeux, assimilant l'information. « Comment ça ? Tu as été enlevé quand tu avais 5 ans, dans un parc, dans une autre ville. Ton nom était Thomas, Thomas Lambert. » Le garçon secoua la tête. « Non, je suis Mathieu, je l'ai toujours été. » « Te souviens-tu de quelque chose avant le foyer ?» demanda Étienne désespéré. Mathieu hésita. « Non, non, tout est flou. Les religieuses ont dit que j'avais été trouvé, que mes parents m'avaient abandonné. »« Elles ont menti, » murmura Étienne. « Tu m'as été volé, et j'ai passé 12 ans à te chercher. » Amélie fit un pas en avant. « Mathieu, ou Thomas, tu te souviens de moi ?» Le garçon la regarda. Quelque chose scintilla dans ses yeux, une reconnaissance lointaine. « Tu me dis quelque chose. Foyer Saint-Pierre, j'ai vécu là-bas avec toi. Nous étions amis. Tu m'appelais Amélie. Et je t'appelais Titi. » Mathieu pâlit. « Titi, » répéta-t-il. J'avais l'habitude de rêver de ce nom. Je croyais l'avoir inventé. »« Tu ne l'as pas inventé, » dit Étienne. « C'était ton surnom. Ta mère t'appelait comme ça. »« Ma mère ? Héloïse. Elle jouait du piano. Elle chantait pour t'endormir. Elle est morte 3 ans après ta disparition. Elle n'a pas supporté le chagrin. » Des larmes commencèrent à perler aux yeux de Mathieu. Confusion, peur, quelque chose de plus profond. Étienne sortit la photo usée de sa poche, celle qu'il portait depuis 12 ans. Il la tendit au garçon. Mathieu la prit de ses mains tremblantes. Il regarda et se figea. « C'est moi ?» ?»« Oui, 3 ans, tu adorais cet ours en peluche, tu l'emmenais partout. » Mathieu toucha la photo comme si elle allait le brûler. « Je me souviens de cet ours, ou je crois m'en souvenir. C'est tellement confus. »« Tu as une marque de naissance, » dit Étienne, sous l'oreille gauche, en forme de croissant de lune. Sans réfléchir, Mathieu porta la main à son cou. Il toucha exactement l'endroit. Étienne sentit les larmes couler. « Il y avait une maison, » continua-t-il, la voix se brisant, « avec un immense arbre devant. Tu adorais y grimper, mais tu avais peur de sauter tout seul. Alors je restais en bas, à attendre, toujours à attendre. » Quelque chose changea sur le visage de Mathieu. Un souvenir lointain, enfoui profondément. « L'arbre, » murmura-t-il. « Je dessinais un arbre, au foyer, toujours. » Amélie confirma. « Oui, avec une maison, et 3 personnes. Papa, maman et toi, » compléta Étienne. Le garçon le regarda vraiment pour la première fois. Il examina les yeux verts qui étaient les mêmes que les siens, la forme de son visage, les détails qu'il ne pouvait nier. « Il y avait une mélodie, » dit Étienne, la voix tremblante, « que je chantais pour t'endormir, toutes les nuits, sans exception.
Et puis, sans musique de fond, sans rien d'autre qu'une voix brisée par la douleur de 12 années, Étienne commença à chanter « Brille, brille, petite étoile, je me demande où tu es, là-haut dans le ciel étoilé, jusqu'à ce que ton papa te ramène. » Avant qu'il ne puisse terminer le deuxième couplet, Mathieu tomba à genoux. Un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine. « Papa !» murmura-t-il, et toute la pièce retint son souffle. « Je me souviens, » pleura Mathieu, « je me souviens de cette chanson, je la chantais au foyer, toutes les nuits, je ne savais pas pourquoi, mais je la chantais, toujours. » Étienne tomba à genoux lui aussi, devant le garçon. « Thomas » murmura-t-il, et Mathieu, Thomas, le regarda, les larmes coulant. « Papa ?» Étienne ouvrit les bras, et après 12 ans, après 480 jours, après une éternité de douleur, de culpabilité, de recherche et de désespoir, ils s'étreignirent. Thomas pleurait, Étienne pleurait, Isabelle pleurait, Amélie pleurait, Madame Caron pleurait, tout le monde pleurait, parce que les miracles n'arrivent pas tous les jours. Mais ce dimanche-là, dans ce salon, dans une maison modeste d'un quartier paisible, un garçon perdu avait enfin été retrouvé, et un père brisé avait enfin retrouvé son fils. 3 jours après les retrouvailles, Étienne, Thomas et la famille Caron étaient assis dans une salle du commissariat de la protection de l'enfance. Le commissaire avait expliqué, l'adoption de Thomas avait été illégale. La famille Caron, même sans le savoir, s'était retrouvée impliquée dans un crime. Il y aurait des conséquences légales à affronter. Thomas se trouvait entre 2 mondes. D'un côté, le père biologique qu'il avait recherché pendant 12 ans. De l'autre, la famille qui l'avait élevé, aimé et protégé. Il n'existe pas de précédent clair pour ce cas, dit le commissaire. Monsieur Lambert a des droits légaux en tant que père biologique. Mais le jeune homme a 17 ans. Il a noué des liens avec la famille Caron. La décision lui reviendra. Tous les regards se tournèrent vers Thomas. Le garçon regarda Étienne, puis les Caron. Des larmes coulaient sur son visage. « Je ne veux pas choisir, » murmura-t-il. « Je ne peux pas. » Étienne sentit sa poitrine se serrer. Il avait attendu 12 ans pour ce moment. Mais en regardant son fils, le jeune homme qu'il était devenu, il comprit quelque chose. Thomas n'était plus le garçon de 5 ans qu'il avait perdu. C'était une autre personne, façonnée par des expériences qu'Étienne n'avait pas partagées, par une famille qui n'était pas la sienne, mais qui avait été tout aussi réelle. « Tu n'as pas à choisir, » dit Étienne, la voix ferme. Tous le regardèrent, surpris. « Monsieur Lambert, » commença le commissaire. « J'ai passé 12 ans en colère, » l'interrompit Étienne. « En colère contre moi-même, contre le monde, contre les monstres qui ont volé mon fils. Et lorsque je l'ai finalement retrouvé, ma première pensée a été « il est à moi, je le veux de retour ». Thomas le regarda vulnérable. « Mais tu n'es pas une propriété, tu es une personne, avec des sentiments, avec une vie, avec une famille qui t'aime. » Madame Caron se mit à pleurer. Étienne continua, regardant Thomas droit dans les yeux. Les Caron ignoraient que l'adoption était illégale. Ils t'ont sauvé d'un système corrompu. Ils t'ont donné de l'amour. Ils t'ont élevé. Cela ne peut pas être effacé, et je ne vais pas essayer. « Alors, qu'est-ce qui va m'arriver » demanda Thomas, la voix brisée. Étienne s'agenouilla devant son fils. « Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ?»« Je ne sais pas. Je veux vous connaître. Je veux en savoir plus sur ma mère, sur qui j'étais avant. Mais j'aime aussi la famille que j'ai maintenant. Je ne veux pas les perdre. Et tu ne les perdras pas, promit Étienne. Parce que je ne suis pas venu pour te les enlever. Je suis venu pour faire partie de ta vie. Si tu me le permets. » Thomas éclata en sanglots. Étienne le serra dans ses bras. Monsieur Caron, qui était resté silencieux jusqu'alors, parla pour la première fois. « Monsieur Lambert, nous avons commis une erreur. Nous ne savions pas, mais cela ne change rien au fait que nous avons participé à quelque chose de terrible. Si la loi dit que nous devons faire face aux conséquences, la loi a tort, » dit Étienne, se tournant vers le commissaire. « Vous voulez punir les mauvaises personnes. Monsieur Lambert, je comprends votre position, mais savez-vous combien d'enfants ont été volés? Combien de familles ont été détruites par ce réseau ?» Étienne se leva. «
sa voix montant. Et où était la police? Où étaient les autorités qui étaient censées protéger ces enfants? Le commissaire se tut. 12 ans, continua Étienne. 12 ans, j'ai imploré de l'aide. J'ai payé des détectives privés parce que la police avait classé l'affaire. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Que des dizaines, peut-être des centaines d'enfants ont été victimes de trafic sous le nez des autorités, et personne n'a rien fait. Monsieur Lambert, l'opération qui a fermé ce foyer était trop tard, le cri résonna dans la pièce. Et incomplète. Les documents ont été détruits. Les responsables se sont enfuis. Les enfants sont restés perdus. Et maintenant, vous voulez punir une famille qui a seulement essayé de donner de l'amour à un garçon qui avait été abandonné par le système. Silence. Les Caron ne sont pas les méchants de cette histoire, dit Étienne, plus calme maintenant. Le méchant est le système qui a permis que cela se produise. Et si quelqu'un doit payer, que ce soit les vrais coupables. Le commissaire soupira. Et que proposez-vous? Étienne regarda Thomas, puis les Caron, puis Isabelle et Amélie, qui avaient été là tout du long, témoins silencieuses. Je propose que mon fils ait 2 familles, dit-il, celle où il est né et celle qu'il a choisie, que les Caron ne soient pas punis pour un crime qu'ils ignoraient commettre. Et que j'utilise chaque centime de mon argent, toute l'influence que j'ai, pour dénoncer ce réseau, pour retrouver les autres enfants, pour donner aux autres familles ce que j'ai eu, une seconde chance. Le commissaire étudia Étienne pendant un long moment. Êtes-vous prêt à faire une déclaration publique, à témoigner? Je ferai plus que ça. Je vais créer une fondation. J'embaucherai les meilleurs enquêteurs du pays. Je ferai pression sur chaque politique, chaque juge, chaque autorité jusqu'à ce que ce réseau soit totalement démantelé. Cela exposera votre vie privée, votre douleur, l'histoire de votre fils. Étienne regarda Thomas. Est-ce que ça en vaut la peine? Thomas, les larmes aux yeux, acquiesça. Si cela peut aider d'autres enfants, d'autres familles, alors oui, ça en vaut la peine. Étienne sourit. Pour la première fois en 12 ans, un sourire de véritable fierté. Ah, alors c'est décidé. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire explosa dans les médias nationaux. Étienne Lambert, le milliardaire qui avait retrouvé son fils enlevé 12 ans plus tard, donna une interview percutante à la télévision. Assis aux côtés de Thomas et des Caron, il révéla tout. Les détails de l'enlèvement, les années de recherche, le foyer clandestin, les dizaines d'autres enfants toujours disparus. « Mon fils a eu de la chance », dit Étienne face aux caméras. Il a été adopté par de bonnes personnes. Mais combien d'autres enfants n'ont pas eu cette chance? Combien sont encore là-bas, vivant sous de faux noms, sans savoir qui ils sont vraiment? La réaction fut immédiate. D'autres familles commencèrent à se manifester. Des parents qui avaient perdu leurs enfants des décennies auparavant. Des adultes qui soupçonnaient avoir été adoptés illégalement. Des enquêtes furent rouvertes. La pression publique força les autorités à agir. Étienne créa la fondation Héloïse et Thomas Lambert, dédiée à la lutte contre le trafic d'enfants et à la réunification des familles séparées. Et Thomas, partageant son temps entre sa famille biologique et sa famille adoptive, trouva une nouvelle vocation. Il devint la voix des enfants disparus, le symbole qu'il était possible de rentrer chez soi. Lors de la conférence de presse finale, une journaliste demanda « Thomas, si vous pouviez remonter le temps et changer ce qui s'est passé, le feriez-vous » Thomas regarda Étienne, puis les Caron, puis Amélie, qui avait été sa première amie au foyer. « Ce qui m'est arrivé est terrible, dit-il. Aucun enfant ne devrait subir cela. Mais aujourd'hui, j'ai 2 familles qui m'aiment. J'ai un père qui n'a jamais renoncé. Et j'ai une mission. M'assurer qu'aucun autre enfant ne soit volé comme je l'ai été. » Il fit une pause, les larmes aux yeux. « Alors non, je ne changerai rien, parce que ma douleur a maintenant un sens, et ce sens est plus grand que moi. » Les appareils photos crépitèrent, les gens pleurèrent, et Étienne, regardant le fils qu'il avait perdu et retrouvé, comprit quelque chose. La justice n'était pas seulement de punir les coupables, elle était de transformer la douleur en un objectif. Le traumatisme en force, la perte en espoir, et à cet instant, pour la première fois depuis qu'Héloïse était partie, Étienne sentit qu'elle serait fière,
non seulement d'avoir retrouvé Thomas, mais d'avoir transformé leur tragédie en salut pour les autres. 6 mois plus tard, la demeure qui avait été un mausolée de douleur pendant 12 ans s'était métamorphosée en quelque chose de tout à fait différent. Un foyer. Des voix résonnaient dans les couloirs. Des rires remplissaient les pièces. De la musique jouait dans le salon où il n'y avait eu que du silence. Thomas partageait son temps entre les deux familles, les week-ends avec les Caron, la semaine avec Étienne. C'était étrange, au début, maladroit, rempli de moments difficiles. Mais peu à peu, ils trouvèrent leur rythme. La thérapie a aidé, beaucoup de thérapie, pour Thomas, traitant des souvenirs fragmentés et une double identité. Pour Étienne, apprenant à être le père d'un adolescent qu'il n'avait pas élevé. Ce n'était pas parfait, il y avait des disputes, des malentendus, des jours où Thomas appelait Étienne par son prénom au lieu de papa, et cela faisait mal. Des jours où Étienne essayait de compenser 12 années perdues et étouffait son fils. Mais c'était vrai, et le vrai était préférable à la fantaisie dans laquelle Étienne avait vécu si longtemps. La pièce secrète n'existait plus. Étienne l'avait transformée en chambre pour Thomas. Les photos avaient été réparties dans la maison. Non plus un sanctuaire de chagrin, mais un souvenir d'amour. Isabelle continuait de travailler à la villa, mais c'était différent maintenant. Elle était de la famille. La tante que Thomas n'avait jamais eue. La femme qui avait servi de pont entre deux mondes. Amélie venait souvent. Thomas et elle avaient un lien particulier. Frères et sœurs de l'orphelinat, unis par le traumatisme, maintenant guéris ensemble. La fondation Héloïse et Thomas Lambert avaient dépassé toutes les attentes. 17 familles avaient déjà été réunies, 43 enfants identifiés, 5 membres du réseau de trafic arrêtés. Ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant pour réparer tout ce qui avait été brisé. Mais c'était déjà quelque chose. Et quelque chose était un miracle. Un dimanche après-midi, Étienne était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Thomas entra, ses écouteurs autour du cou, souriant. « Amélie et Isabelle arrivent, dit-il. Étienne acquiesça. « La table est prête. » Thomas hésita. Puis, « Papa ?» Étienne se retourna. Il n'était toujours pas habitué à ce mot. Il doutait de jamais s'y habituer. « Oui, je voulais vous remercier. » « Pourquoi ?» De ne pas avoir abandonné, d'avoir continué à chercher, même quand tout le monde disait que c'était impossible. Étienne sentit un nœud dans sa gorge. « Tu es mon fils. J'allais toujours chercher. » Le Thomas s'approcha et l'étreignit. Une étreinte forte, sincère. « Je sais, et cela a fait toute la différence. » Lorsqu'Isabelle et Amélie arrivèrent, la table était mise. Repas fait maison. Rire, histoire partagée. C'était une famille étrange, rapiécée à partir de morceaux brisés. Mais c'était une vraie famille. Après le dîner, Thomas montra à Amélie les photos qu'il avait trouvées dans le grenier. Héloïse, jeune et souriante. Étienne avec moins de rides et plus d'espoir dans les yeux. « Elle était belle, dit Amélie. « Elle l'était, acquiesça Thomas. J'aurais aimé la connaître. »« Tu l'as connue, dit Étienne derrière eux. Pendant les 5 premières années. Elle t'a aimé plus que tout au monde. » Thomas regarda la photo de sa mère. « Crois-tu qu'elle serait fière de moi ? Je le sais. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Étienne resta seul dans le salon. Il tenait la photo usée de Thomas, la même qu'il avait portée pendant 12 ans. Il n'en avait plus besoin, mais il ne pouvait pas la laisser partir. Il entendit des pas derrière lui. Thomas, qui était censé dormir. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Étienne. Je pensais. À quoi? Thomas s'assit à côté de son père. À tout ce qui s'est passé. À comment tout aurait pu être différent. À tous les choix qui ont mené jusqu'ici. Et alors? Et j'ai réalisé quelque chose. Ce jour au parc, quand tu as regardé ton téléphone pendant 1 seconde et que j'ai disparu, tu t'es blâmé pendant 12 ans pour ça. Étienne se crispa. C'était la vérité. Cette seconde avait tout défini. Mais si tu n'avais pas regardé, si rien n'était arrivé, je n'aurais pas connu Amélie. Je n'aurais pas eu les Caron comme famille. Tu n'aurais pas créé la fondation. 17 autres familles ne se seraient pas réunies. Thomas, laisse-moi finir.
Le garçon regarda son père avec des yeux verts, empreints d'une sagesse au-delà de son âge. « Je ne dis pas que ça en valait la peine. Je ne romance pas le traumatisme. Ce qui s'est passé était horrible, mais il en est ressorti quelque chose de bon aussi. Et ça doit compter pour quelque chose. » Étienne sentit les larmes couler. Il étreignit son fils. « Tu es tellement plus fort que moi, » murmura-t-il. « J'ai appris de toi. Tu n'as jamais renoncé. Alors, moi non plus, je ne le ferai pas. » Ils restèrent assis là, père et fils, côte à côte, regardant les photos sur le mur. Une famille qui avait été détruite et reconstruite, différente, imparfaite, mais réelle. Étienne regarda la photo d'Héloïse une dernière fois et murmura « Nous avons réussi, mon amour, il est à la maison. » Puis, il rangea la vieille photo usée dans un tiroir. Il n'avait plus besoin de la porter dans sa poche. Parce que son fils n'était plus perdu dans une photographie du passé. Il était assis à ses côtés, vivant, respirant, construisant l'avenir. Thomas appuya sa tête sur l'épaule de son père. Étienne passa son bras autour de lui. Et pour la première fois en 12 ans, la villa n'était pas seulement pleine de gens, elle était pleine de vie. Parce que parfois, les réponses que nous cherchons toute notre vie apparaissent quand nous nous y attendons le moins. Apportées par une jeune fille qui reconnaît un visage, par une aide ménagère qui se préoccupe, par un fils qui n'a jamais cessé d'attendre de rentrer chez lui. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas de retrouver ce que nous avons perdu. C'est de découvrir que, même brisés, nous sommes encore capables d'aimer.